François Ruffin, 146 voix ce soir pour cette motion de défiance. Ça veut dire que les autres groupes d'opposition ne vous ont pas suivi. Est-ce qu'il y a une forme d'échec ce soir pour la NUPES? Vous vous êtes compté, vous êtes toujours le même nombre. Non, c'est vraiment pas le souci. Moi, je veux dire d'abord pourquoi j'ai voté pour cette motion de censure. Quand elle est venue faire son discours de politique générale mercredi dernier, Madame Borne a répété 26 fois le verbe continuer. Elle a dit qu'elle allait continuer sur l'école. On sait comment se porte l'école, on sait qu'il va y avoir une pénurie d'enseignants à la rentrée, qu'il va y en avoir qui vont être recrutés en job dating. Elle dit qu'elle allait continuer aussi sur l'hôpital. On sait que l'hôpital, c'était des fermetures de lits, y compris pendant la crise Covid. Elle a dit qu'elle allait continuer sur le rail. Le rail, aujourd'hui, il déraille. Mon train, il était en retard ce matin et c'est à peu près comme ça tout le temps. Elle a dit qu'elle allait continuer sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, pour l'instant, ce sont des miettes qui sont données aux Français. En vérité, ce sont les Français et les Français qui travaillent qui se serrent la ceinture pendant que là-haut on se gave. Elle a dit qu'elle allait continuer sur à peu près tout, 26 fois. Continuer sur l'écologie aussi, puisque j'entendais qu'on parlait de la canicule. Or, le Haut Conseil environnemental vient de dire que la transition écologique n'est pas amorcée en France. Donc quand il s'agit de continuer sur à peu près tout, c'est-à-dire de continuer à aller droit dans le mur, on a déjà eu 10 années d'Emmanuel Macron. Bon, on peut dire à un moment, ça suffit. C'est le moment pour nous de dire ça suffit. C'est le moment de dire, en plus Madame Borne, c'est pas comme si on la découvrait. Elle était là, c'est elle qui a fait la casse du ferroviaire, c'est elle qui l'a faite. La privatisation des autoroutes avec des cadeaux aux grandes sociétés d'autoroutes, c'est elle qui l'a faite. Et la réforme du chômage qui pénalise les assistantes maternelles, qui pénalise les travailleurs de l'intérim dans l'agroalimentaire et ainsi de suite, c'est elle qui l'a faite. Donc c'est pas comme si on avait une nouveauté à découvrir. François Ruffin, le but de cette motion de censure, c'était aussi de vous compter et de faire en sorte que les autres groupes d'opposition vous rejoignent, vous soutiennent dans votre volonté de renverser le gouvernement. Ce soir, ça n'existe pas. Ça n'a pas marché. C'est pour ça que vous parlez d'échec ou au moins de déception dans votre camp. L'opposition vous dit, nous, on est peut-être prêts à co-construire, à aller vers des compromis. On n'est pas prêt à s'opposer pour s'opposer. Maintenant, on a une clarté qui apparaît. C'est quoi? C'est qu'il y a une majorité tacite, une majorité objective qui apparaît à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand le dimanche, le Rassemblement national des législatives disait la seule force d'opposition à Macron, on voit aujourd'hui que c'est une opposition en carton-pâte. Que le jour où il y a quand même les Uber Files qui sortent, où on voit que Macron, il est copain comme cochon avec les plus grandes multinationales et qu'il est prêt à livrer les travailleurs des plateformes à ces multinationales, ce jour-là, que viennent faire les députés du Rassemblement national et les députés des Républicains? Ils viennent s'abstenir pour pas mettre en difficulté le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc là, maintenant, il y a un choix. Il y a un choix, on est dans l'opposition, on n'est pas dans l'opposition. On est dans une véritable opposition à Macron ou on n'y est pas. Pour moi, il n'y a pas de doute que si je peux bloquer la politique d'Emmanuel Macron, si je peux bloquer sa politique sur les retraites, je le ferai tous les jours où ça sera possible. François Ruffin, puisque vous lui faites à la France Insoumise un procès en illégitimité, Elisabeth Borne vous répond ce soir qu'elle est plus légitime que vous, quoi que vous en pensiez, à gouverner. De toute façon, il y a quelque chose qui est vrai dans le propos d'Elisabeth Borne, c'est nous n'avons pas gagné. Je considère que la dernière élection, personne ne l'a gagné. On est aujourd'hui dans un pays où il y a 3 blocs. Donc il y a le bloc social-écologique, on va dire, il y a le bloc libéral de Macron et il y a le bloc autoritaire de Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, on est dans un pays où il n'y a pas un bloc qui a gagné par-dessus les deux autres. Donc on est en effet dans une situation où il n'y a pas de gagnant. Pour moi, Madame Borne n'est pas une gagnante, pas plus que je prétendrais qu'on a gagné la dernière élection. Maintenant, on avait plus de voix au premier tour de la législative que n'en avait... pourquoi parler, François Ruffin, d'anomalie démocratique? Est-ce que vous ne jouez pas un jeu dangereux à la France Insoumise en faisant ce procès en illégitimité à Elisabeth Borne? Elle a été nommée à Matignon, pardon, mais dans les règles de l'art. Moi, j'ai toujours dit que M. Macron était légitime. Ce qui n'est pas légitime aujourd'hui, c'est son projet. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui dans le pays pour porter un projet sur les retraites, pour porter un projet qui donne des miettes sur le pouvoir d'achat et qui ne va pas venir dire un mot de Total quand même. On est dans un pays là où l'essence, le gasoil est à plus de 2 € pour les Français et on a Total qui se gave de 5 milliards de bénéfices sur les 3 premiers mois de l'année. Il n'y a pas un mot d'Elisabeth Borne à la tribune la semaine dernière. Il n'y a pas un mot d'Emmanuel Macron à ce sujet. Il parle des profiteurs de guerre quand il est à l'étranger, mais il n'y a rien qui est à l'ordre du jour en France pour taxer les profiteurs de guerre. Donc je le dis, ce projet qui fait que les uns se gavent en haut avec un triplement des grandes fortunes dans les premières années du quinquennat Macron et en bas on tolère que les salariés ils aient les miettes, que on accorde 1, 2, 3%, vous allez avoir 18 centimes sur votre litre d'essence. Ce rationnement-là, il n'est pas supportable. Donc là, je le redis, pour moi, M. Macron est légitime à être à l'Élysée. Son projet, en revanche, est illégitime. Et pour l'instant,
il n'y a aucun signe qui est donné de la part de la majorité de dire on va rediscuter avec vous des axes de ce projet. Puisque, y compris ce qui est le plus contesté, c'est-à-dire le projet de la réforme des retraites, Madame Borne a bien dit qu'il y aurait à nouveau une réforme de retraite, un recul de l'âge des retraites. Ça va bien quand on est banquier d'affaires, quand on est lobbyiste chez Uber ou qu'on est conseiller chez McKinsey, ça va bien de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Je vous assure que quand on travaille dans le bâtiment, quand on est auxiliaire de vie sociale, qu'on porte toute la journée des personnes âgées, l'idée de voir sa retraite reculer à 65 ans, ça paraît juste comme un rallongement du calvaire. François Ruffin, on va parler. Aujourd'hui, vous savez, elle parle de compromis. Moi, je suis prêt à faire des compromis. Vous voyez, quand elle va proposer l'allocation adulte handicapé, sa déconjugalisation, qu'on a proposé 3 fois dans l'hémicycle, que par 3 fois, les macronistes ont refusé, quand c'était la droite qui l'a proposé, quand c'était les communistes qui l'a proposé, quand c'était la France insoumise qui l'a proposé, il n'y a eu aucun compromis. À eux tout seuls, ils ont refusé de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. François Ruffin, vous avez évoqué à l'instant les Uber Files. Vous avez évoqué à l'instant les Uber Files. On va en parler dans une seconde. Mais d'abord, question du chef du service politique de BFM TV, Philippe Corbet. Monsieur le député, quand on vous écoute, on a l'impression, dites-moi si je me trompe, que cette question de la légitimité, vous savez que pour vos électeurs et pour les Français que vous croisez, ça n'est pas la question principale. La question principale en ce moment, c'est est-ce que je vais pouvoir aller faire un plein d'essence? Est-ce que je vais pouvoir aller remplir mon caddie comme je le fais d'habitude? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Et qu'au fond, il y a un risque politique à s'attacher trop longtemps, peut-être, sur cette question de la légitimité du gouvernement, à défaut de pouvoir parler des sujets qui préoccupent vraiment les Français. On entend ça dans ce que vous dites ce soir. Eh bien, vous entendez bien, vous entendez très bien, parce que moi, je situe ma censure du gouvernement là, non pas sur la forme, sur la procédure, sur il n'a pas respecté ceci, cela, mais bien sur le fond, c'est-à-dire sur la politique qui va être menée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, vous avez parlé des vacances. J'ai passé une journée la semaine dernière à faire des auditions de Français, vous savez, en vue de la projet de loi pouvoir d'achat. Parce qu'en général, il va y avoir des auditions de plein de personnes, mais personne qui a des soucis de pouvoir d'achat dans cette assemblée. Ben, j'ai passé ma journée à faire ça. Des gens qui travaillent, qui sont manutentionnaires, qui sont caristes, qui travaillent à l'hôpital. Et ceux qu'ils vont sacrifier cette année, très clairement, ce sont leurs vacances. Et quand on demande, mais vos parents, est-ce qu'ils vous emmenaient à l'âge où ont vos enfants, est-ce qu'ils vous emmenaient en vacances? Ils répondent oui, on était emmenés dans les Alpes, on était emmenés à faire du camping sur le bord de l'océan, on était emmenés à la Méditerranée, dans le Massif central et ainsi de suite. Et on partait en vacances tous les ans alors qu'il n'y avait qu'un seul salaire. Nous, on a 2 salaires, on va pas pouvoir partir en vacances. Donc il est évident que moi, je me situe sur le terrain du fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir pour les Français. Et bien je le dis, je vois ce qui est annoncé par Madame Borne, c'est-à-dire continuer, c'est continuer l'injustice. C'est continuer une injustice où il y a tout pour les uns et rien pour les autres. François Ruffin, il y a un autre sujet lourd à aborder avec vous, on en a parlé, ce sont les Uber Files. L'opposition dénonce aujourd'hui un scandale depuis que des dizaines de milliers de documents venus du géant américain Uber ont fuité ce week-end dans la presse. L'opposition accuse Emmanuel Macron, qui était, je le rappelle, ministre de l'économie entre 2014 et 2016, d'avoir favorisé Uber en France, de l'avoir aidé à s'implanter. François Ruffin, où est le scandale ? Vous le voyez bien quand même, je pense que votre objectivité ou votre neutralité vous impose de poser ce type de questions, mais enfin, ça saute aux yeux de tout le monde. On a là un ministre de l'économie qui n'est pas le ministre des Français, mais qui est le ministre des firmes, et qui défend, qui met en place à l'intérieur du gouvernement, contre le gouvernement, les intérêts des firmes. Ce sont 17 rencontres entre Emmanuel Macron et les dirigeants de Uber. Vous croyez que M. Macron, il a fait 17 rencontres avec des assistantes maternelles? Ce sont 17 contacts, hein, SMS, mail, etc. C'est pas forcément des rencontres. Et des rencontres avec des voitures spéciales qui arrivent à Bercy et ainsi de suite. Bon, 17 fois. Vous croyez qu'il y a eu la même chose pour les auxiliaires de vie sociale? Vous croyez qu'il y a la même chose pour les caristes? Non. Les seuls que M. Macron soutient de cette manière-là, ce sont les dirigeants de Uber. Maintenant, quand ils disent on va danser, quand le lobbyiste de Uber dit on va danser, mais c'est normal. Pourquoi on est là? Eux dansent sur le pont du Titanic et ils sont couverts de millions, de milliards. Pendant que quoi? Pendant qu'on fait ramer les travailleurs de Uber dans les soutes, pendant qu'on fait ramer les travailleurs du pays dans les soutes. Et tout est fait pour ceux qui dansent sur le pont. Et ce que je veux dire, il faut prendre ce dossier Uber comme une illustration de ce qui s'est passé sur plein d'autres choses, de ce qui s'est passé sur Sanofi, puisqu'on sait qu'il y a eu des réunions des lobbies de l'industrie pharmaceutique qui se sont déroulées directement à l'Elysée, qui se sont déroulées avec BlackRock, qui ont examiné un à un à l'Elysée les dossiers qui étaient en cours pour les ministères. C'est ce qui s'est passé avec General Electric, qui a racheté Alstom parce que M. Macron a fait un petit cadeau avec une suspicion de corruption. Bon, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de dossiers. Donc quand apparaît le dossier Uber Files, je pense que je lis, on est surpris. Mais qui est vraiment surpris? Alors attendez François Ruffin. Attendez, il faut quand même qu'on réponde à ce que vous dites. Laure Closier, journaliste économie ici à BFM TV, BFM Business, vous avez lu tout ce qui a été dit ces dernières heures sur les Uber Files.
Et j'ai rien appris. Vous n'avez rien appris? Bah non, j'ai rien Pour vous, il appris. n'y a pas de scandale? Je vois un ministre de l'économie qui discute avec des patrons, qui les reçoit, qui répond, alors qu'il y a peut-être un ton parfois un peu trop personnel avec le patron d'Uber, mais je vois une activité de lobbying classique et je vois même un homme politique qui a annoncé la couleur depuis des années sur sa vision de l'économie française et de la manière dont il fallait qu'elle s'ouvre et qui va jusqu'au bout de sa vision politique. Donc presque, il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Donc je vois absolument pas où est le problème. Et alors je vais rajouter un truc parce que ce que vous dites, François Ruffin, depuis tout à l'heure, comme quoi Emmanuel Macron détruit en fait complètement la France et l'économie française. On avait par exemple aujourd'hui à Versailles 180 patrons étrangers venus pour investir en France. On a signé des deals historiques. Ça aussi, c'est nul, ça sert à rien, il fallait pas leur parler? Et vous, madame, vous dites Monsieur Macron est là pour faire ce que doit faire un ministre de l'économie. Vous êtes là, madame, pour faire ce que doit faire un éditorialiste sur Business FM, vraisemblablement. C'est-à-dire défendre, c'est-à-dire défendre Emmanuel Macron, défendre la Startup Nation, défendre le banquier des affaires qui se trouve maintenant à l'Elysée et défendre les firmes qui vont avec. Parce qu'il n'y a personne qui, à part vous, vous êtes la seule, sans doute, dans ce pays, à considérer comme normal qu'un ministre vienne miner dans le dos des autres ministres un projet de loi qui vient d'être mis en place par le gouvernement. Mais il fallait défendre le lobby des taxis. Pour vous, c'était ça qu'il aurait dû faire. C'est pas le lobby des taxis. Il y a une loi qui a été mise en place qui s'appelait la loi Thévenoud, qui venait réguler le marché des plateformes. Et évidemment, Uber souhaitait que ça soit dérégulé. Vous en êtes satisfaite. Très bien. Mais c'est un point de vue qui est un point de vue très marqué que vous donnez là. C'est pas un point de vue de journaliste objective. Là, vous défendez Monsieur Macron, vous défendez Uber. Vous êtes sans doute payé pour ça. Mais permettez-moi de défendre. Alors, je suis pas complètement. Alors, je suis même pas payé par Uber. Et je vais vous dire, je vais plus loin, c'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, la suite, c'est de remettre en place le statut d'auto-entrepreneur et d'aller plus loin et de faire en sorte que la France n'ait pas des travailleurs qui soient bien encadrés par leur contrat de travail et des travailleurs de seconde zone. Donc effectivement, la seconde partie n'a pas été faite et on a laissé ces gens sans aucune protection. Ça, c'est la suite. Vous voyez, on fait aussi ça avec le business. C'était prévu que ça soit comme ça. Et je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas croire que le lobbyisme de Macron en faveur de Uber soit fini. Il se déroule encore sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Commission européenne, tout comme le Parlement européen, ont demandé que les travailleurs des plateformes de Uber et compagnie soient présumés comme étant des salariés, avec des droits au chômage, avec des droits à la retraite, avec des droits à la sécurité sociale. Qui, en Europe, qui s'oppose à ce qu'il y ait la présomption de salariat avec ces droits-là, alors que, vous savez, la majorité des auto-entrepreneurs, en moyenne, dans le pays, trouvent 590 € par mois, sans droit à la retraite, sans droit au chômage, sans droit à la sécurité sociale. Qui, en Europe, qui s'oppose à cette présomption de salariat, qui s'oppose à ces droits pour des millions d'auto-entrepreneurs dans le pays? C'est Monsieur Macron, main dans la main, avec sa ministre du Travail de l'époque, Madame Borne, devenue Premier ministre. Donc, c'est-à-dire le lobbyisme en faveur de Uber, c'est pas fini, il n'y a pas à en parler au passé, c'est aujourd'hui au présent que ça continue de se dérouler pour qu'il n'y ait pas des droits supplémentaires acquis par les salariés. Voilà ce qui se passe.